Bonjour à tous, merci d'être présents. Bienvenue à l'atelier 3, donc sur vocation et avenir des unités dédiées en établissement médico-social. Donc nous accueillons les professionnels de 2 établissements. Donc en premier, la maison des Tamaris à Lorient, avec Madame Virginie Binet-Ortega, docteur Binet-Ortega, Maëlys Froget, qui est IDEC, et Philippe Chiron, donc directeur de l'établissement La Maison des Tamaris. Ah, vous n'entendez pas? Là c'est mieux? Oui. Rapprochez-vous. Venez au premier rang. Non, je vais parler plus fort. Donc l'idée c'est qu'on puisse donner la parole aux professionnels de l'établissement. On fera un petit point de discussion avec eux et puis après on accueillera les autres professionnels de la maison de l'Églantier à Bondy qui présenteront aussi leur intervention et après on aura un temps de discussion tous ensemble, voilà, par rapport aux présentations des 2 établissements. Voilà. On se présente aussi. Alors. Donc oui, je ne me suis pas présentée. Donc Alice Payet, je suis psychologue clinicienne à la direction des sciences humaines et sociales chez ADEF Résidence. Voilà. Et moi, je m'appelle Alix Bernard. Je suis également psychologue clinicienne et j'enseigne la psychologie dans une université. Et en fait, je participe depuis le début aux réunions du comité d'éthique. Vous êtes membre ? Je suis membre du comité d'éthique, oui, merci. Bon, j'y vais, hein. C'est parti. Alors, je vais vous raconter, peut-être pas une histoire, mais en tout cas, ce qu'on vit à Lorient, donc au niveau de l'EHPAD de la Maison des Tamaris. Alors, je vais vous situer d'abord le contexte qui a amené à reprendre cet établissement et surtout pourquoi on s'est posé et pourquoi on continue toujours de se poser la question de la création d'une unité dédiée. Et quand volontairement on met quel intérêt, c'est peut-être un peu provocateur, mais on est toujours dans ce questionnement-là et c'est cette comment est-ce qu'on est amené à se poser cette question que je vais vous expliquer. Alors sur le contexte d'abord, voilà, c'est sur la photo on le voit assez bien. Donc c'est une opération de reprise qu'on a effectuée, un établissement sur Lorient. Donc c'était le premier établissement d'ADEF Résidence sur la région bretonne qui s'est effectué dans le cadre d'une reprise. Donc c'est un établissement qui était tenu par les Petites Sœurs des Pauvres auparavant, donc bien implanté au niveau du pays de Lorient. Un EHPAD de 77 places. Et qui a été repris suite à un appel à candidature donc en début 2017. Donc nous on est arrivé là dernier semestre 2016, donc pas de suite 2017. On a eu une étape de transition avec les Petites Sœurs pour appréhender les modes de fonctionnement et voir ce que l'on pouvait et devait faire pour assurer une transition à peu près sereine. Donc à l'issue de cette reprise en 2017, on a de suite posé la nécessaire restructuration de l'établissement. Au niveau des Petites Sœurs des Pauvres, elles ont une quarantaine d'établissements en France et systématiquement les établissements sont extrêmement grands. Donc ils font le double des EHPAD classiques et paradoxalement ils sont très grands, mais ils sont pas du tout adaptés pour accueillir des personnes âgées qui vont de plus en plus dans la dépendance. Donc quand on a repris en 2017, on a de suite posé un thème architectural en disant il va falloir qu'on restructure cet établissement pour que cet EHPAD puisse s'adapter aux besoins du territoire. Et dans notre conception, on s'est dit on va appliquer ce que l'on fait toujours chez ADEF Résidence, c'est-à-dire une intégration d'une unité spécifique, protégée, dédiée, appelez-la comme on veut. En tout cas chez ADEF Résidence, on l'appelle maintenant dédiée et on l'a posé dans le cadre architectural. Et puis voilà. Et puis la vie a fait qu'on a fait la reprise et puis on n'avait pas encore démarré le programme de restructuration, mais on savait qu'on allait créer une unité dédiée. Ces travaux-là démarrent seulement, donc on a depuis début 2017 jusqu'à maintenant effectué la partie transition et réorganisation que Maëlys vous présentera un peu plus spécifiquement. Et donc ces travaux de restructuration démarrent en octobre 2017.
vont se perdurer pendant 30 mois. Et à l'issue des 30 mois, on aura donc un établissement de 92 places, parce qu'on a eu l'occasion d'avoir 15 places supplémentaires avec les autorités de tutelle suite à un appel à candidature, de l'accueil temporaire et une unité dédiée. Donc on sait qu'en 2021, on aura une unité dédiée. Mais on n'y a pas encore réfléchi à sa véritable place. L'établissement, il a été, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Donc vous voyez l'établissement, quand je vous dis qu'il est très très grand, ça c'est un établissement, donc vous voyez une partie de l'établissement, et il est symétrique, il y en a autant derrière, il y a 6 niveaux, et là dedans on a 77 places. Donc moi quand je suis arrivé là, je pensais qu'il y avait une erreur, que c'était 177 places, mais non, c'est 77 places. Et paradoxalement, le bâtiment n'est pas du tout adapté. Ici on avait la partie de la congrégation qui était dans le milieu de vie des sœurs, et ici donc c'est toute la partie EHPAD. Donc un bâtiment qui a été construit en 52, donc suite à la démolition historique du bâtiment pendant la guerre. Donc il a été reconstruit avec des dommages de guerre. Alors pourquoi est-ce qu'on a repris tout simplement parce que cette partie-là qui était occupée par les petites sœurs, il y avait de moins en moins de petites sœurs, des problématiques de vocation, donc c'était pas forcément des problématiques économiques, hein, c'était des problématiques de vocation. Parce que les petites sœurs, en termes financiers, ils n'ont pas trop de soucis parce qu'ils ont beaucoup de dons et beaucoup de legs, et ils arrivent à alimenter, ils font de l'aide sociale eux-mêmes, l'aide sociale petites sœurs. Et donc quand on est arrivé, il y avait plus que 8 petites sœurs, et dans ces 8 petites sœurs, il y en avait 2 qui faisaient partie de l'EHPAD, d'ailleurs tellement elles étaient dépendantes, et les 6 autres sœurs qui étaient très très âgées, et elles ne pouvaient plus tenir la maison. Donc c'est ce qui a amené à orienter une reprise vers un repreneur. Et donc nous on a été choisi en 2016. Alors pas pour... on est une association laïque, hein, mais on s'est retrouvé sur des vraies valeurs, des vrais socles de valeurs qui sont en termes de prise en charge au niveau de la bienveillance et de la bientraitance. On s'est retrouvé dans les discours, c'était assez spectaculaire. Et donc fin 2016, et quand on a été choisi, moi je suis arrivé avec Maëlys, et il a fallu lancer les réflexions, l'identification des problématiques et le déploiement des actions, de façon à ce que quand les petites sœurs partaient en début 2017, à minima, il fallait au moins qu'on ait la même qualité de prise en charge une fois que les petites sœurs partaient de l'établissement. Et c'est là qu'on a commencé à... Alors là, maintenant, je vais vous parler du constat et des actions déployées. Donc là, on est en début 2017. Donc, sur cet établissement, on a une architecture extérieure qui est très, très particulière. Donc, vous l'avez vu, un établissement très, très grand, sur 6 niveaux. Ce qui occasionne un nombre une surface extrêmement importante, et puis qui a été parsemé de dons, de legs, donc avec des fauteuils rococo par ici, des meubles, voilà. Donc on n'a pas du tout l'impression d'être dans un EHPAD. Et ce que l'on sait sur le programme de restructuration, déjà le point de vigilance que l'on va avoir, c'est que à l'issue du programme de restructuration, il faudrait que l'on garde cette mentalité et cette ambiance comme à la maison. Honnêtement, c'est pas super, moi c'est pas mon truc, hein, mais les personnes accueillies, ils s'y retrouvent, et c'est des vrais lieux des vrais lieux de vie, et ça leur parle. Donc une architecture très très particulière, donc très très grande. Donc voilà ce que l'on a découvert. Après, je vais laisser la parole à Maëlys, parce qu'autrement je serais capable de parler pendant toute l'intervention. Elle va vous parler de ce qu'on a découvert en termes de mode d'organisation et en termes de gestion particulière. À vous, Maëlys. Bonjour. Donc oui, en fait, on est arrivé 2 mois avant le départ des religieuses. Donc l'idée pendant les 2 premiers mois, ça a été vraiment de faire un diagnostic de situation organisationnelle du fonctionnement pour pouvoir pallier au départ des sœurs après, au moment de la reprise qui était en janvier 2017. Donc on a constaté une organisation quand même très particulière, puisqu'il y avait sur l'ensemble de l'établissement 3 services distincts. 2 services qui correspondaient plus à de la prise en charge de grandes dépendances, qui étaient du coup, où étaient affectés des professionnels diplômés, aides-soignants et AMP, et un service qui était plus consacré à des personnes autonomes, où là par contre étaient affectés des professionnels qui n'avaient pas nécessairement de diplôme soignant, donc des auxiliaires de vie, voire même des agents d'hôtellerie.
Et puis en fait dans le fonctionnement, donc un résident qui rentrait dans l'établissement en situation relativement autonome rentrait, puisque c'était à l'étage, en l'occurrence au 3e ou au 4e étage, puis au fur et à mesure que la dépendance s'installait, changeait de chambre, et puis petit à petit descendait d'un étage à l'autre. Donc c'était un fonctionnement voilà, en termes de lieu de vie qui nous a un petit peu questionné quand même à l'arrivée, et sur lequel on a vraiment voulu travailler. Voilà. Donc ça a généré beaucoup de réflexions, notamment avec les équipes. On a travaillé tout ça en collaboration avec elles. Et en gros, aujourd'hui, en termes de fonctionnement, on a vraiment une seule équipe de soins qui intervient sur l'ensemble des étages et auprès de l'ensemble des résidents, ce qui permet à chacun, de son entrée jusqu'à son décès, de rester dans la chambre qui lui a été attribuée et qu'il a pu investir. Donc aujourd'hui, 2 équipes, une équipe de soins et une équipe d'hôtellerie. Voilà. Alors, l'autre constat qu'on a fait, qui nous a un petit peu alerté, sur lequel on a eu envie d'intervenir assez vite, c'est que les personnes qui souffraient de troubles du comportement étaient, comment dire ça de façon politiquement correcte, étaient un peu cachées sous le tapis quand même, donc étaient installées dans leur chambre, souvent contentionnées au fauteuil. Et voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a voulu intervenir assez rapidement aussi. Donc on a levé les contentions, donc les résidents se sont levés aussi, et puis ils se sont remis à marcher, à se balader dans l'institution, du coup à côtoyer aussi les personnes qui étaient plus autonomes. Donc ça a recréé une vie sociale depuis 2 ans. La vie sociale s'est recréée avec des résidents qui présentent des troubles du comportement et des résidents qui n'en présentent pas. On avait aussi, alors là pour des raisons plus organisationnelles, il a fallu qu'on modifie les zones de restauration, puisque du coup les personnes dépendantes prenaient leur repas aux étages dans 2 zones distinctes en fonction du service, et les personnes autonomes le prenaient au rez-de-chaussée. Du coup, ça demandait énormément de déploiement de professionnels et de matériel sur l'espace de l'établissement. Donc on a vraiment recentré les choses aussi en un seul lieu. Et ça, de la même manière, ça a aussi recréé du lien entre les résidents qui jusqu'ici se fréquentaient peu, voire pas du tout. Et ça a fait partie de l'évolution, alors là qu'on a voulu d'un point de vue vie sociale, mais aussi d'un point de vue très pragmatique et organisationnel. Et avec aussi une très très forte implication des bénévoles auprès des résidents, notamment dans les actes de la vie quotidienne, puisque on avait des bénévoles qui intervenaient sur les temps de repas, qui faisaient des distributions de repas, des aides à la prise alimentaire, qui parfois avaient tendance à être un petit peu dans une posture de toute puissance vis-à-vis notamment des salariés. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on a aussi beaucoup travaillé avec eux pour que chacun reprenne un petit peu sa place en tant que bénévole dans ses missions, et puis en tant que salarié dans ses missions et responsabilités aussi. Donc c'est aussi l'organisation qui nous a fait constater que la vie commune entre des résidents atteints de troubles du comportement et qui pourraient relever d'une unité dédiée, et des résidents qui relèveraient plus d'une unité d'EHPAD, se faisait aussi de façon très naturelle et pouvait se créer dans de bonnes conditions, puisqu'aujourd'hui la vie sociale dans l'établissement se passe quand même plutôt bien. Voilà, sur les constats organisationnels. Donc voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et dans notre projet de restructuration donc, qui démarre, on va la créer, mais on est... Moi, donc je suis venu un peu brutalement dans le bureau de Maëlys et puis dans le bureau du médecin coordonnateur en disant à un moment, si on fait un point depuis qu'on a repris l'établissement des Petites Sœurs des Pauvres et maintenant, on s'aperçoit que tout le monde, il n'y a qu'une seule EHPAD, c'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs font partie de l'EHPAD en règle générale, sont voisins d'autres personnes qui ne sont pas atteintes de troubles cognitifs, déambulent de la même façon. Certes, c'est très compliqué pour les familles qui sont souvent elles demandeuses en disant empêcher cette personne de déambuler parce qu'il rentre dans la chambre de papa, il urine partout, etc. Mais je dis, si on prend le cœur de la personne qui est atteinte de troubles de comportement, pour lui, il vit sa vie, je dirais, il la vit très très bien. Donc des demandes fortes au niveau des familles, des demandes fortes au niveau des autres résidents, parce qu'ils ne veulent pas être importunés, etc. etc. Mais sur le constat, donc moi je suis arrivé en demandant clairement, aujourd'hui on a une étape architecturale importante qui va créer une unité dédiée,
mais à quoi ça va servir ? Et en étant provocateur, je suis arrivé là un peu brutalement et j'en sors pas. Donc aujourd'hui, ce que je mets sur la table, elle est là, c'est-à-dire qu'on a prévu quelque chose, mais quel va être l'intérêt de cette unité dédiée ? Parce que si je prends une photo aujourd'hui de cet établissement qui est très très grand, et Virginie donc fera le point sur la population que l'on accueille aujourd'hui, sans dévoiler l'architecture de la population, mais on a un gros tiers aujourd'hui qui sont atteints de troubles cognitifs, donc plus d'une vingtaine de personnes, et ça se passe très très bien. Et on a aussi voulu, nous, volontairement intégrer, au-delà des troubles cognitifs, des personnes qui sont donc des personnes handicapées vieillissantes, parce qu'on en a quelques-unes. On a aussi volontairement voulu intégrer des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques, bon, stabilisés mais psychiques. On peut le faire aussi parce que les réseaux au niveau de Lorient sont assez actifs, mais on a une multiplicité d'accueils aujourd'hui qui permet à ce beau monde-là, alors c'est pas idyllique ce que je dis, mais ils vivent ensemble, avec tous les travers de la vie ensemble que ça peut générer, mais en tout cas on les met pas de côté. Donc on a une situation aujourd'hui où certes c'est à nos équipes et on le fait aujourd'hui, de s'adapter à chaque particularité des personnes accueillies, mais dans le but final que c'est pas la personne d'être mis dans un lieu géographique pour ne pas embêter le voisin ou pour donner satisfaction à la famille, mais c'est à nous en termes d'organisation de mettre en place le nécessaire pour que cette personne-là vive sans être stigmatisée par le biais d'une unité ou par le biais d'une prise en charge particulière. Donc on en est toujours là aujourd'hui. Cette unité va se faire, mais on a une grande question existentielle par rapport à ça. Certes, ça met aussi en avant des difficultés en termes de sécurité, parce que les personnes sont, vous l'avez vu, sur 6 niveaux et peuvent aller dans les escaliers, peuvent chuter, peuvent vivre leur vie, je dirais. Donc on a aussi cette particularité là si on va vers une unité dédiée, d'avoir quelque chose de plein pied et en limitant les risques. Mais aujourd'hui, est-ce que ce droit au risque là, c'est pas un droit fondamental? Donc on est un peu là-dedans. Sur la réflexion, on est là. Donc on sait qu'on va avoir une unité dédiée, mais on n'est pas encore, on ne sait pas comment elle va fonctionner. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, donc sur les 12 mois là, de fonctionnement que l'on a en mode stabilisé après avoir effectué les différents changements organisationnels, on a quand même un retour d'expérience qui est extrêmement riche. Et oui, on sait prendre les souhaits et puis les craintes des familles, le souhait et les craintes des salariés. Ce qu'on a aussi, nous, beaucoup réussi à capitaliser, c'est que on a eu la chance d'avoir des salariés qui ont été repris, qui ont une patte de bienveillance qui est extrêmement bonne, c'est-à-dire que ils s'autorisent, surtout si la direction montre ce sens-là, je dirais. Et là, on a aussi un vrai besoin de montrer la voie, c'est-à-dire que ils savent que nous, on est capable de prendre on a une capacité à prendre du risque. Donc maintenant, ils s'autorisent aussi à cette capacité de prise de risque. Les retours d'expérience que l'on a aujourd'hui, c'est que aussi au niveau de la DEF Résidence, on a tendance à ce que disait ce matin, on a tendance à fermer, même si maintenant on se pose la question d'ouvrir, mais on avait aussi pris le parti, nous, de laisser ouvert comme du temps des petites sœurs. C'est-à-dire que le portail qui donne sur la rue extérieure et sur la ville est complètement ouvert du matin jusqu'au soir. Le sas d'entrée n'est pas du tout asservi et puis rentre et sort qui veut. Donc on a pris ce parti-là dès le départ de poser les bases au niveau de nos salariés et en disant, oui, s'il y a des personnes qui s'en vont, qui fuguent, moi je prends ce risque-là et on verra comment est-ce que l'on fait par rapport à ça. Certes, on a des personnes qui s'en vont le soir, mais systématiquement ils ont été ramenés aussi par d'autres salariés qui prenaient leur poste, par le quartier qui se rendait compte que cette personne-là faisait partie de l'établissement et devait revenir, et aussi des choses très très sympas où est-ce qu'on a un centre social à 2 km avec des jeunes en difficulté, et c'est le centre social avec
avec ces jeunes-là qui ont mis la personne en sécurité et qui ont appelé en disant vas-y va, viens récupérer ta... voilà. Et ça c'est des vraies belles histoires et c'est tout ce cheminement-là qui nous dit aujourd'hui oui, ne perdons surtout pas ce genre de possibilités. Ce que l'on s'aperçoit aussi beaucoup, c'est que les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs aujourd'hui, qui rentrent avec des envies de partir, oui, ils partent. C'est-à-dire que quand ils rentrent, ils partent une fois, 2 fois dans la semaine. Et puis on s'aperçoit que quand ils découvrent cette liberté d'aller, cette capacité à utiliser les kilomètres de couloirs de l'établissement, et que derrière ils ont pas cette angoisse là de l'enfermement, la semaine d'après ils partent une fois, et puis après ils partent une fois tous les 15 jours. Et systématiquement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils partent au départ, ils ne partent 2-3 mois après, ils ne partent plus. Et ça, c'est assez remarquable en termes de constat. Et on se dit, voilà, tout ce que je vous dis là, alors c'est peut-être, j'en mets un peu partout, hein, mais c'est peut-être en termes de structure, mais tout est là pour nous dire aujourd'hui, attention, on a des choses qui fonctionnent très très bien aujourd'hui en termes de prise en charge de personnes atteintes du trouble cognitif et du trouble de comportement. Ne perdons pas tout ce qui est tous les avantages qui se sont créés au sein de cet établissement très particulier, en créant une unité dédiée et en contenant, en refermant et derrière en créant de l'angoisse. Donc aujourd'hui, voilà, je vais laisser le docteur Ortega parler de la population. Aujourd'hui, voilà, on a 66 résidents. Sur les 66 résidents, on a un bon tiers qui sont atteints de troubles cognitifs. Et cette liberté d'aller et venir et de vivre leur vie au niveau de l'EHPAD, ça ne pose pas de problématique particulière. Virginie, je vous laisse un peu parler de l'aspect médical. Oui, bonjour. Et puis globalement, quand même préciser aussi quelque chose, c'est que cet établissement n'a pas de médecin co-posté, puisque moi je suis au siège et je viens vous voir. Par contre, je pense qu'au fond, on vous voit pas. Régulièrement, c'est pas grave, vous m'entendez, c'est le principal. Je suis beaucoup plus intéressant ça à écouter, j'espère. Et il n'y a pas de psychologue, et il n'y a pas de psychomote, et il n'y a pas de coordonne de vie sociale, et il n'y a pas d'ergothérapeute. C'est-à-dire que tout cet accompagnement est fait par des soignants formés, diplômés, motivés, qui font effectivement de l'animation, qui connaissent parfaitement les résidents. Tous les jours aux transmissions, on parle de tous les résidents et pas que des problèmes. Donc effectivement, il y a déjà une base et qui était là avant, mais qui a été effectivement potentialisée avec votre arrivée. Moi, j'interviens que depuis 8 mois à Lorient. Mais effectivement, voilà, on se dit aussi que il y a des métiers qui sont importants. La preuve, c'est qu'on recrute et qu'on espère continuer à recruter sur certains postes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas un EHPAD traditionnel comme on peut en voir. Donc globalement, fort de ces doutes, j'ai regardé un petit peu qui étaient les résidents d'État-Maris qui pourraient ou pas aller dans une unité dédiée. Effectivement, au niveau des évaluations cognitives, il y en a un certain nombre qui ont des pathologies neurodégénératives, alors diagnostiquées ou pas. En tout cas, il y a à peu près 14 résidents qui ont été identifiés comme ayant des troubles du comportement envahissant, type de déambulation, d'opposition, de tentative de sortie inopinée, des difficultés de prise en charge en soins. Ces résidents-là sont à peu près répartis, comme le disait Maëlys, force du temps, ils étaient plus au premier étage, mais ils sont un petit peu répartis partout quand même. Il y avait effectivement, là on est en train de faire effectivement le GMP, le PMP si ça vous parle, donc un GMP à 612 qui est pas très élevé, c'est pas des gens très dépendants, et un PMP plutôt autour de 180, sachant que la majorité des GIR sont à 2 et à 4, le reste il n'y a pas beaucoup de GIR 1, et il y a quelques GIR 6 quand même. Donc voilà la population. Au niveau des médicaments, parce que quand même c'est ce qu'on regarde et c'est peut-être là que moi je verrais un intérêt, en tout cas à pouvoir accompagner les médecins traitants dans la diminution de l'escalade thérapeutique, il n'y a que 2 résidents qui n'ont pas de médicaments psychotropes aujourd'hui. Il y en a 2 qui ont tout,
antidépresseurs, benzodiazépines, neuroleptiques. Le reste, ils ont globalement les 2/3 des benzodiazépines et la moitié des neuroleptiques. Donc effectivement, il y a quand même un travail à faire, et avec une grosse réticence des médecins traitants qui effectivement voient d'un mauvais œil ces troubles du comportement. En tout cas, voilà, de pouvoir peut-être au moins travailler avec eux là-dessus dans le projet des unités dédiées. Voilà, que vous dire de plus? Globalement, c'est des maladies d'Alzheimer et puis des pathologies vasculaires mixtes. Il n'y a pas de démence frontotemporale, il n'y a pas de démence à corps de Lévy. Mais bon, tout ça, c'est un état des lieux aujourd'hui. Ça ne présage pas de ce qui se passera quand l'unité dédiée sera ouverte. Mais en même temps, on se dit aussi que ira dans cette unité dédiée ceux qui ont envie aussi d'y aller. Hein. On ne va pas non plus les identifier en amont. On verra. Voilà, et pour finir un petit peu, donc on a quand même des objectifs dans tout ça. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce lieu sera créé. Honnêtement, on ne sait pas effectivement la population qui intégrera ce lieu-là. Ce que l'on sait, c'est qu'on a posé les bases de ce que sera l'établissement. On a réécrit le projet d'établissement de fond en comble, et le projet d'établissement est effectif là depuis quelques semaines. Donc on a fait un gros travail au niveau des familles, au niveau des salariés, au niveau des résidents aussi, en posant quelques principes. On sait que l'unité dédiée sera une unité qui sera complètement ouverte au départ, c'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas qu'elle soit fermée. Le docteur Binet-Ortega a un concept sur lequel on va s'appuyer complètement, c'est qu'on souhaite créer un univers plus qu'une unité, c'est-à-dire que on tient beaucoup à ça, c'est-à-dire que cet univers aujourd'hui sera complètement ouvert, il sera contenant. Voilà, il faut laisser les personnes vivre leur vie complètement et prendre leur part de risque s'ils veulent aller dehors, s'ils veulent chuter, je dirais, dans les escaliers, et s'ils veulent aller dans le jardin qui ne sera pas sécurisé, ils iront. Ce que l'on a sur ce quoi on va s'appuyer aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on a repris l'établissement de Lorient, on s'est aperçu que les personnes prenaient leur repas dans les dépendants étaient planqués, on mettait les dépendants dans un coin, les personnes autonomes dans un coin. On a réuni tout ce beau monde-là dans un seul lieu de restauration, et aujourd'hui ce lieu existe et les personnes atteintes de troubles cognitifs participent à ce lieu-là à part entière. Ils ont effectivement, ils créent du trouble, mais je veux dire, c'est la vie, hein, je veux dire, c'est un lieu de vie avec ses travers. Donc on sait qu'on gardera ce principe-là d'une seule unité de restauration et qu'on ne créera pas de salle de restauration particulier dans la salle d'unité dédiée. Alors là, ce que je vous mets en avant, c'est des principes. Hein. Je veux dire que je reviendrai peut-être dans 12 mois en vous disant voilà, on s'est complètement planté. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne ça fonctionne actuellement, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans la nouvelle structuration. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que cette unité, cet univers soit un endroit à part entière de l'EHPAD, c'est-à-dire que qu'il crée de l'intérêt et que l'EHPAD qu'il n'y ait pas de stigmatisation par rapport à ça, et que les animations de l'unité participent à l'EHPAD et que l'EHPAD participe à voilà, que tout ça ne fasse qu'un lieu d'être. Le jardin extérieur, on a un très grand jardin qui doit faire 3 hectares aujourd'hui, qui est situé en plein centre de Lorient au niveau de la cité universitaire. On souhaite que ce jardin reste ouvert aujourd'hui et que les personnes puissent y aller librement. On va peut-être réfléchir d'un point de vue architectural à ce que le jardin qui sera créé au niveau de l'unité soit juste entouré de haies, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne sera pas fermé, mais juste délimité avec voilà, le fait de pouvoir avoir une géométrie variable sur l'envie d'aller sur l'extérieur. Bien sûr, on s'appliquera et là je donnerai l'occasion à Alice de commenter plus longuement. Bien sûr, on s'appliquera sur les recommandations du groupe de réflexion associative qui a eu lieu sur les unités dédiées, avec des grands principes tels que le volontariat des salariés, la formation, etc. etc. Aujourd'hui, on n'a pas du tout réfléchi avec les salariés comment est-ce qu'on allait s'organiser vis-à-vis de l'unité dédiée. Ce que l'on sait, c'est qu'on a désectorisé quand on est arrivé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un seul mode de fonctionnement pour l'EHPAD. On n'a pas une équipe qui intervient à l'étage 1, l'équipe à l'étage 2, on a une seule équipe qui intervient partout. On sait qu'on va passer à 92 places. Est-ce qu'on gardera ce même mode de fonctionnement ou est-ce qu'on sera obligé de revenir à une sectorisation? On n'en sait absolument rien aujourd'hui et il va falloir qu'on travaille
avec les équipes, et le choix s'effectuera donc en collaboration complète, comme on l'a fait lors de la transition, vers quoi on voit et comment on construit ce modèle organisationnel. Les personnes qui souhaitent s'orienter vers des prises en charge d'une population atteinte de troubles particuliers, bien sûr le feront sur une base de volontariat, bien sûr bénéficieront d'un accompagnement formatif, qui est déjà le cas, mais qui sera peut-être accentué. Et derrière, on continue à s'appuyer, et on parlait ce matin d'un état d'esprit qui est à mettre en œuvre. Nous, on le travaille depuis le départ, c'est-à-dire que cet état d'esprit à la prise de risque, on l'a pris dès le départ, c'est-à-dire que laissons les personnes la liberté de mouvement, et puis si on doit en tirer les conséquences, moi le premier en tout cas, c'est le message que je le prends, et ça libère beaucoup les équipes en sachant que la direction et l'encadrement a une capacité de prise de risque. En tout cas, on veut continuer à laisser cette capacité de prise de risque au niveau des salariés, et que systématiquement, dans la réflexion des équipes en transmission, qui nous demandaient au départ, oui, mais madame, un tel part ou veut partir, ou etc., et est-ce qu'on pourrait pas fermer le portail, est-ce qu'on pourrait pas fermer le sas, etc. On a de suite posé les bases en disant, on ne fermera pas, on a tenu bon, on a eu des pressions importantes, et on continue à en avoir des fois un peu de temps en temps, et surtout au niveau des familles, mais le message que l'on continue à envoyer en disant, nous, notre principe, c'est qu'aujourd'hui, on n'enferme pas, on laisse libre, et ils ont commencé à intégrer, et ils l'intègrent de plus en plus, et ils savent aujourd'hui que ça commence à faire partie de la culture d'entreprise, et que derrière il faut qu'on travaille ce genre de choses au maximum, que le nouvel arrivant qui intégrera la maison des Tamaris ne se pose pas la question, et par le tutorat des équipes sache que ça fait partie de nos principes et de nos valeurs. Donc voilà vers quoi on va. Honnêtement, j'ai posé la question au départ, une unité dédiée, quel intérêt ? Je ne suis pas capable de vous répondre encore aujourd'hui, donc on en répondra peut-être un peu plus tard quand on aura un peu plus de retour d'expérience. Mais nous, on est persuadés en tout cas que cette unité elle doit être ouverte, et où est-ce que les personnes qui vivront feront partie à part entière de l'établissement. Voilà, avec une vraie place. Voilà, je suis à votre disposition, on est à votre disposition si vous voulez nous poser quelques questions. Je vais juste réagir parce que Je vais vous donner. Ouais. Tout à l'heure, bien sûr, pathologie à corps de la vie, où les gens sont On ne vous entend pas. Bon, moi je suis médecin coordinateur depuis maintenant pas loin de 20 ans. Enfin non, pas tout à fait. J'ai fait partie des premiers médecins coordinateurs au moment où s'est créée la convention tripartite. Et donc, au départ, on appelait ça des cantous pour des gens qui avaient des gros problèmes de déambulation. Et c'est vrai que les premières réflexions ont été faites par rapport à des gens qui présentaient des troubles du comportement qui étaient très envahissants pour eux, et également pour les gens qui étaient autour. Puisque, évidemment, quand vous avez des gens qui sont avec des problèmes cognitifs, il y a une espèce d'effet miroir, et parfois c'est compliqué. Alors moi, je ne vous parlerai pas de tout fermer ou pas fermer, j'en sais rien. C'est sûr que je pense qu'il y a des problématiques qui sont liées à chaque établissement. Et comme vous le dites, d'un point de vue géographique, vous avez une structure très particulière. Actuellement, moi, je suis à Saint-Pierre-du-Perret, où nous avons 138 résidents, et où, quand je suis arrivée, quand j'ai débarqué dans l'unité dédiée, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce délire architectural ? Parce qu'alors là, nous, on a 22 patients au rez-de-chaussée, 22 au premier étage, et avec un délire architectural qui est quand même pas du tout contenant. Donc c'était d'autant plus compliqué. La réflexion, elle est toujours là, puisqu'on a eu un projet d'établissement qui effectivement se reposait la question d'avoir plutôt un lieu ressource, un lieu contenant pour des gens qui déambulent, et en particulier des gens qui déambulent dans des couloirs chez qui ça crée quand même une espèce d'angoisse à ne pas savoir où ils vont. Et c'est aussi pour cela qu'ils déambulent. Et quand on se met en pluri pour savoir si telle ou telle personne qui déambule beaucoup, qui commence à se mettre en danger, qui commence à présenter des troubles assez actifs, bien entendu, on se pose
en pluri, et on repose la question de savoir est-ce que c'est nécessaire de les mettre en unité protégée. On fait en général ce qu'on appelle des passerelles, c'est-à-dire qu'on les emmène dans cette unité où il y a finalement un lieu plus contenant, un lieu de vie où il y a toujours du monde, et notre espace de déambulation est semi-circulaire, c'est-à-dire que les gens déambulent avec un jardin, et ils reviennent toujours au même endroit. Bon, je ne dis pas que c'est de l'idéal, mais souvent on constate que chez des personnes qui sont très productives, qui sont frontaux et qui commencent à avoir une mise en danger, il y a quand même des mises en danger. Nous, on a eu une dame qui avait une maladie neurodégénérative, qui chaque fois qu'elle prenait l'escalier, elle faisait la culbute, elle avait un Parkinson. C'était quand même difficile. Et on a en tout cas constaté que chez certaines personnes, l'unité dédiée, parce qu'elle est conviviale et qu'il y a toujours du monde, et qu'en plus les soignants qui sont en unité dédiée sont extrêmement attentifs, donc s'occupent énormément des gens et ne laissent pas puisqu'ils sont moins autonomes. Donc on a une qualité de vie pour ces gens qui de temps en temps a un effet bénéfique et apaisant sur leur déambulation. Pas pour tous, bien sûr, mais pour pas mal de ceux qu'on a fait entrer en unité dédiée, ça a créé une espèce d'apaisement qui n'est parfois que temporaire, parce que bien évidemment avec l'évolution de leur maladie, voilà. Après, nous, la grosse question qu'on se posait, c'était comment les faire sortir de l'unité dédiée une fois qu'ils y sont. Parce qu'une fois qu'ils ne déambulent plus, finalement, on se dit quel est l'intérêt de les laisser là. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt quand effectivement ils ne peuvent plus marcher ou même parfois ils s'alitent dans la journée? Et surtout la difficulté, moi personnellement, que je trouve complexe, c'est comment faire pour que ces personnes puissent aussi avoir un lieu d'intimité. Parce que rester 24/24 dans un lieu où finalement vous n'avez plus d'intimité, vous êtes tout le temps au regard des autres, vous êtes tout le temps avec les autres, c'est pas non plus si souhaitable que ça, surtout quand on commence finalement à avoir ce qu'on appelle un syndrome de glissement, où on a besoin aussi de se ressourcer, de se replier sur soi, et puis finalement vous dire au revoir. Donc il y a beaucoup de questionnements sur les unités dédiées. Elles ne sont certes pas idéales. Et nous, dans notre établissement, on a essayé en tout cas de tout ce qui est animation, ça puisse vraiment, parce qu'en plus, nous, notre délire architectural d'unité dédiée, il est complètement exclu du reste du reste de l'établissement. Donc on a recréé des espèces de passerelles et on a recréé beaucoup d'animations. C'est-à-dire que l'animatrice, elles viennent. C'est-à-dire qu'une fois on fait les anniversaires sur l'unité dédiée, une fois on l'a fait sur l'unité non spécifique. Alors après c'est certain qu'avec les problèmes architecturaux c'est très compliqué à ressouder tout ça. Moi j'avais proposé qu'au rez-de-chaussée on fasse des appartements thérapeutiques et qu'en haut on fasse une unité dédiée plus cloisonnée avec plus de petites unités de manière à ce que les gens soient... Mais ça fait partie de notre projet. Donc je pense qu'il n'y a pas de réponse idéale. Et je pense vraiment que chaque établissement a une espèce de... Comment dire il y a une ambiance. Et en tout cas, on a besoin d'avoir à certains moments des endroits ressources où les gens, dans des petites pièces ou dans des endroits un peu plus conviviaux, un peu plus contenants, ils puissent quand même s'apaiser. Voilà pour ce qui est de mon expérience. Merci. Je sais pas à qui je fais ça. Comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient réagir, sachant qu'on aura un temps de discussion après, mais comme ça à chaud par rapport à l'intervention? Non? Ok. Merci. On va laisser la parole à Eva et Franck du Bondy. Voilà, donc Eva Schmielars, voilà, je ne prononce pas bien, ça va. Psychologue clinicienne, et Franck Le Cavorsin, donc cordo. On a tous les deux des noms à prononcer. Franck Le Cavorsin, donc cordo vie sociale.
à la maison de l'Églantier à Bondy, donc Seine-Saint-Denis. Voilà, je vous laisse la parole et puis après je vais mettre le bon diapo. Là, il marche. Allô? Oui. On attend la bonne diapo. Alors, je vais vous présenter le contexte en fait de notre présentation. La maison Églantier a ouvert ses portes en septembre 2008, donc on a fêté les 10 ans il n'y a pas longtemps. À partir de 2013, sachant que l'unité protégée, puisqu'on l'appelait comme ça à cette époque, ne correspondait pas du tout aux attentes d'un bon accompagnement. Enfin, je vous passe les détails, il n'y avait aucun accès sur l'extérieur, les espaces étaient sombres, les espaces de déambulation n'étaient pas du tout adaptés. Donc un gros travail a été engagé à partir de 2013 pour engager des travaux et organiser un déménagement de l'ensemble de l'unité protégée qui est passé du premier étage au deuxième étage. Donc pendant un an avant l'ouverture au printemps 2014, un gros travail de réflexion a été mené avec les équipes sur ce qu'on voulait faire de cette nouvelle unité dédiée que l'on a baptisée la Villa, en concertation avec les résidents et les équipes. Donc suite à ça, l'inauguration a eu lieu. Les nouveaux aménagements semblaient correspondre à ce que nous avions voulu. Et au-delà de ça, il fallait mettre du sens un peu dans tout ça. Et avec Eva, on a réfléchi à comment intervenir pour donner un peu vie à tout ça. Et je vais laisser la parole à Eva. Donc, elle a mené pendant plus de 3 ans une activité qui s'appelle Fragment de vie. Voilà. Sachant que c'est un travail... je vais laisser la parole à Eva. Merci Franck. Et je vais essayer de vous présenter les résultats de cet atelier que j'ai mis en place, animé, inspiré par l'idée de Franck. Il s'agissait de mettre en... Hein, on n'entend pas? J'ai pas l'habitude. Il n'y a pas la photo, pardon. Non? Pardon, parce qu'il y avait une photo et... Tant pis. Le principe était d'échanger autour d'un concept, d'un mot, d'une opinion, d'un sujet, d'une idée que le résident lui-même choisissait ou bien avec l'aide de moi-même, selon la logique de l'alphabet. Donc il s'agissait tout simplement d'un groupe de paroles, un groupe d'expressions basé sur la technique de réminiscence, donc l'évocation du passé, autour d'un sujet proposé par les résidents. Avant de mettre en place l'atelier, je me suis fixé, en tant que psychologue, plusieurs objectifs, notamment celui de travail cognitif sur les capacités restantes encore préservées, mais avant tout le plaisir, le travail sur l'estime de soi, sur l'identité de la personne, non seulement la personne touchée par la maladie, mais surtout une personne encore capable de réfléchir, de penser, de parler. Aussi, et surtout, création du lien entre les résidents, puisqu'il s'agissait d'une ouverture de notre unité, et entre autres, comme pour chaque atelier thérapeutique, des objectifs tels que le bien-être, atténuation de l'angoisse, essayer de travailler sur le trouble du comportement. Au fil du temps, et puis même dès les premières séances, j'étais très surprise par les résultats, c'est-à-dire par la production, la quantité et la qualité de la production orale. J'étais submergée par les paroles des résidents. Avant tout, je me suis préparé un support technique. Je m'attendais à ce qu'il y ait des difficultés d'expression. Donc du coup, je pensais me faire aider par les objets tels que les photos, les chansons,
toutes sortes d'images qui peuvent nous aider à amorcer ou la pensée qui est morcelée par la maladie. Et au final, j'avais pas du tout besoin d'utiliser les supports techniques. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de dénoter les paroles des résidents. Et au bout de quelques séances, on s'est retrouvé avec une multitude de phrases dont la qualité, à ce jour, je vous laisserai découvrir. C'est pas encore là. Je pense. En fait, voilà, on peut s'apercevoir que dans cette pensée qui est morcelée par les manques, par les difficultés mnésiques, il y a quand même un sens. Donc voilà, on va peut-être le lire, c'est ça. Donc premier thème, c'est Alzheimer. Donc on peut lire. Donc ce sont des citations, hein, donc on a présélectionné. Ça me parle, mais je ne me rappelle pas ce que c'est. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré Alzheimer. Moi, je le suis un peu. Et donc ça fait que je peux raconter des choses bien comme des conneries. Moi, ma tête les frôle, j'ai des manques. Ça ne prévient pas. Et je vous promets que le réveil est dur. On n'est plus soi-même. On se raconte n'importe quoi, des âneries. Et après, ça revient et ça va. C'est une maladie qui peut durer 5 minutes. Le cerveau s'affaiblit, mais le corps réfléchit à la place. On conserve nos qualités. Et puis, il y a un avantage à avoir cette maladie. On ne se rappelle pas de ce qu'on vient de faire. Parfois, ça rend service. Voilà, et puis on a d'autres capacités. Donc du coup, il fallait définir le mot capacité. Oui. Donc c'est vraiment présenté sous une forme d'abécédaire. Hein. Donc voilà, chaque semaine, un nouveau mot était proposé et les résidents... D'ailleurs, il y a parfois des mots qui n'ont pas fonctionné du tout. Voilà. Par contre, Eva n'était pas du tout dans... même des mots qui nous paraissent, nous, complexes, étaient quand même proposés aux résidents. Donc, d'ailleurs, il y a eu pas mal de surprises par rapport à ça. Alors, les capacités qui nous restent. Il vaut mieux tenir que courir. C'est un peu comme des brèves de comptoir en fait, donc il y a beaucoup de bon sens et ça tord le cou un peu aux idées reçues comme quoi une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou des démences associées n'a plus de bon sens entre guillemets. Qui tente rien à rien, faire beaucoup de choses, oui, mais il faut le faire correctement, sinon vous êtes bon à rien. Il s'agit d'une réussite, c'est une forme de sagesse dans le travail, quoi. Quand on veut faire quelque chose correctement, il faut être concentré. Et tout cela, avec l'âge, c'est difficile. Moi, c'est la maladie qui m'a tué. Comment elle s'appelle ? La maladie d'Alzheimer. Bah oui, moi aussi je l'ai. Il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Il faut qu'on nous donne la possibilité de faire. Il faut oser. Bah oui, il faut savoir oser. Regardez, on est capable de manger, de boire, de penser, de réfléchir. La preuve, sinon, on n'était pas là. Bon, la retranscription, Eva a voulu vraiment retranscrire les paroles telles qu'elles arrivaient. Il n'y a pas de, de volonté de faire notre sauce. Tu veux que je m'en dise ? Oui. Alors, différence. C'est plein de problèmes, c'est une source de soucis à tous les niveaux. Ça peut être bien, ça peut être chiant. Il faut réussir à ignorer la différence, mais c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'énergie, quoi. On est tous différents, chacun sa façon de faire, de vivre, de manger. Heureusement qu'il y a la différence, sinon ce serait la routine et le manque des mouvements. C'est pas bien, imaginez qu'on se ressemble tous. Comment on reconnaîtrait nos maris ? Quoique ça pourrait être drôle de se les échanger de temps en temps, mais n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi tout ça. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que, je ne sais plus combien de mots ont été... En tout cas, en tout, on a 62 pages de... 62 pages de... Sur 3 ans quand même. Sur 3 ans, donc voilà. C'est riche. Oui, c'est vraiment un... Comment on pourrait dire, un terreau assez fertile, je vais dire, futur.
Je n'en sais rien sur le futur. Je vis au jour le jour, mais avec un point d'interrogation au bout, puisqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous apportera. C'est un peu philosophique. Moi aussi, je vis dans le présent, mais dans ma tête, c'est autre chose. Je me pose des questions quand même sur ce que demain me préserve. Le futur, je suis trop vieille pour m'en inquiéter. J'ai fait le principal, on essaie de combattre ce qui va pas pour que ça aille mieux demain. Il faut prendre la vie comme elle vient. Ne cherchez pas midi à 14h. Donc on retrouve des expressions de la vie courante qui sont toujours là. Hein. On ne se projette pas parce qu'on n'est pas sûr du résultat. L'avenir, c'est que les jeunes, nous, on a déjà vécu. Il faut laisser la place aux jeunes. J'ai un projet de rajeunir. Fin, le mot fin, entre parenthèses de vie. J'en ai rien à foutre de vos trucs de fin de vie. Vous êtes chiante, vous voulez tout savoir et rien payer. C'est un truc de baratin. Discuter de ça, ça sert à rien. On est dans des trucs tristes au lieu de parler des trucs frais. C'est un sujet difficile, c'est pénible, car ça fait de la peine. Ils s'en vont tous petit à petit. Ici, on a beau prier, espérer, ça marche pas. On a beau être des grandes personnes, quand ça arrive, on est comme des gamins. Fin de vie, c'est la mort. Je ne fais pas la différence entre les deux. L'un aboutit à l'autre, si vous voulez. Moi, on ne m'a pas donné de précision. Le médecin m'a dit, vous avez 10% de chance, mais rien n'est précisé. Et puis, heureusement, sinon, il me reste à me suicider. C'est un sujet pas amusant du tout. Ça plonge tout de suite dans la réalité. Ça vient très doucement. Je commence à connaître le bout de ma vie et franchement, ça fait pas peur. Je suis bien tranquille, quoi. J'ai encore le temps de respirer. Moi, je ne ferai pas de testament. Je n'en ai pas fait. Mes parents m'ont laissé dans la merde. J'en ferai autant. Ils vont faire comme nous, on avait fait. C'est tout ce que vous avez à nous dire. C'est tout ce que vous savez comme sujet de discussion aujourd'hui. Vous plombez l'ambiance. J'ai le temps pour penser à ça. Moi aussi, j'ai le temps. J'espère au secours. Moi, je ne pense pas à la mort. C'est la mort qui pense à moi. Elle n'est peut-être pas si terrible que ça. Tu veux continuer là ? Il y en a d'autres. Oui, alors il y a d'autres thèmes. Si ça intéresse, ça a l'air d'intéresser tout le monde. La musique. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà des réactions sur ce qu'on a proposé ? Non ? Vous voulez qu'on continue ? Alors, l'idée l'aboutissement quand même, c'est évidemment qu'on puisse diffuser tout ce travail qui a été effectué. Bon, pour l'instant, c'est en projet, mais évidemment que, vu la richesse des paroles retranscrites, évidemment, ce serait très intéressant de pouvoir le diffuser au plus grand nombre. Voilà. Les problèmes de droit d'auteur. Voilà. Pour l'instant, il y a des problèmes juridiques, sachant que il y a quand même un flou, je dirais pas artistique, mais qui ne nous permet pas, hélas, de faire ce qu'on veut, enfin, ou heureusement, je sais pas. Voilà. Donc, c'est. Dans mes maisons de retraite. Il y avait une question. Oui. En fait, on a procédé selon la logique de l'alphabet. J'ai demandé tout simplement aux résidents quels sont les mots qui leur viennent à l'esprit selon les lettres de l'alphabet. Donc voilà, aujourd'hui on travaille sur la lettre A, ce qui a permis aussi de faire un travail cognitif. Voilà. Et donc ce sont les résidents également qui ont choisi les mots. Sauf, oui. Alors j'avais également une question, enfin je trouve ça fantastique ce travail, et justement du côté du lien, et de la vie, et de l'investissement du langage, qui est quand même une manière de tisser des liens. Vous avez évoqué des mots qui n'avaient pas du tout marché. Oui. Donc est-ce que vous vous souvenez de ces mots ? Et des jours, c'est pas tout à fait les mots. En fait, il y avait parfois les périodes pendant lesquelles c'était difficile. Après, je n'ai pas fait une analyse poussée pourquoi ça n'a pas fonctionné un jour ou l'autre. En fait, on sait bien que la richesse de ce qu'on a obtenu était aussi liée à ce qu'on appelle la dynamique du groupe. En ce qui concerne les cadres, toutes les personnes résidentes à l'unité dédiée étaient conviées à l'activité. Donc, il s'agissait des séances libres et ouvertes.
Et donc j'accueillais également les personnes non seulement atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais j'avais entre autres dans le groupe des personnes atteintes de type maladie frontale, ce qui, de par la désinhibition, aide dans la richesse du contenu. Et donc du coup également ça aide à créer une dynamique différente. Les séances étaient vraiment bien animées. Peut-être on vous met maison de retraite pour voir Oui. un peu les représentations. On aurait pu mettre directeur aussi, c'était pas mal directeur. Psychologue aussi. Médecin, c'est bien, c'est Bernard. Alors, maison de retraite, comment le dire? Ce sont des établissements pour les vieux déficitaires, pour que les jeunes puissent passer un moment de leur existence comme il se doit. C'est une invention formidable pour les jeunes, pour les vieux, c'est une autre histoire. Ce sont des maisons de fous. Ça ressemble à une prison, mais ça ne l'est pas. C'est plus une sorte de garderie des vieux. Lieu de rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes. Quand on est vieux, c'est toujours pareil. Vous ne pouvez pas marcher comme avant, lever les bras comme avant. C'est une saloperie parce qu'il y a des cons qui vivent dedans, des vieux cons en plus. C'est la mort, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des conneries à faire, les vieilles sont en collaboration et ça commerce, ça n'arrête pas. Mais il y en a qui sont bien, on peut vivre agréablement, rencontrer des gens, c'est agréable et utile parce qu'on peut y revivre une seconde jeunesse. Moi je ne tiens pas à y aller, c'est trop cher, toute la retraite y passe et les recettes on ne les voit pas. Ça ne me fait pas peur, au contraire, mais il faut atterrir dans une bonne maison de retraite. Une bonne, ça veut dire on y mange bien, on peut sympathiser avec les autres, on revit, les locaux sont beaux. Par contre, la salle de bain, j'en ai pas vu. Il y a des salles d'eau quand même. Moi, c'était pas simple. Je me suis sentie toute seule parmi toutes ces personnes malades et personne n'est venu vers moi. Il fallait que je vienne vers eux. Donc, bon. Psychologue, c'est un morceau. Ça va partout et nulle part. Ce n'est pas normal. Ils sont bizarroïdes. Donc vous voyez, il y a des néologismes quand même. C'est anormal mais splendide en même temps. Ils racontent des salades, mais ils aiment bien écouter les autres aussi. Je dis une chose que je ne devais pas dire et après me questionne. Ce sont des vicelards. Ils prêchent le faux pour savoir le vrai. J'en ai eu pour mon grade, hein, quand même. C'est des bricologues, ils baratinent toujours un peu. Tout va bien. Pourquoi j'irai voir quelqu'un qui va me dire peut-être le contraire? Il n'y a pas médecin? J'aimais bien. On se rend compte aussi que, selon les mots proposés, que les résidents de la Villae avaient quand même une connaissance de l'établissement et des professionnels, je le trouve assez poussé. Enfin, je sais que le portrait fait du directeur à l'époque, qui était un très jeune directeur, qui est de 35 ans, et 30 ans, ouais, dans la trentaine, on va dire. Voilà. Et lui aussi s'en est pris pour son grade. Donc voilà, il savait très bien de qui était le directeur. Donc voilà. Donc disons que cet atelier a nourri d'autant plus notre projet global d'unité dédiée et a permis vraiment une cohésion de groupe en intégrant aussi les équipes soignantes. Ça, je vais peut-être laisser Eva en parler sur l'intégration des équipes. Donc oui, en effet, j'ai travaillé avec les équipes. Surtout, vous imaginez bien qu'il fallait bien connaître chaque participant. Il s'agissait d'un concept de réminiscence, donc on travaillait sur le passé. Là, on a juste les citations, donc les bribes de ce que l'atelier a pu être. Ce n'était pas toujours si rigolo que ça. On évoquait parfois les situations difficiles, tristes. Donc il fallait bien encadrer tout ça, reprendre ensuite. Donc bien connaître la personne, les éléments biographiques, ça n'a pas toujours été facile, étant donné que la mémoire s'effiloche. Donc il y a eu aussi un travail avec les familles de nos résidents. Mais voilà, moi j'étais surtout surprise par les résultats. Aussi un autre qui n'était pas dans mes objectifs, le lien a été créé, et puis même j'ai remarqué qu'avec le temps, les résidents ont su intégrer le cadre.
ils savaient plus, peut-être ils savaient peut-être pas me nommer, par contre ils savaient pourquoi j'étais là. Et donc ils savaient aussi, pour certains, ils ont appris le prénom des autres. Donc c'était plutôt positif pour le... Oui, puisque chaque atelier avait un cadre, donc un rituel de présentation. À la fin, le rituel du début, donc salutation, présentation de l'atelier, son objectif. Chacun à son tour devait se présenter. Et à la fin également, donc il y avait, comme pour tout atelier thérapeutique, recueil de ressentis, félicitations, remerciements. Et donc du coup, ça a permis de faire un travail du groupe sur le lien social. Oui, juste pour vous dire que Eva, en fait, moi je trouve la difficulté quand elle a mené cet atelier, c'est qu'elle animait l'atelier et en même temps, elle retranscrivait en même temps, au fur et à mesure, les paroles des résidents. Donc autant vous dire qu'au bout de 3/4 d'heure d'activité, ça se ressentait sur... Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Donc c'était vraiment une intensité pour la personne qui mène l'activité assez énorme, d'autant que l'important était de retranscrire au plus juste la parole de la personne. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Alors j'avais fait exprès tout au début de l'atelier, je m'étais posé la question, est-ce qu'on fait des propos introductifs par rapport au sujet de l'atelier et vocation et avenir des unités dédiées et le pourquoi de ces deux interventions. C'est vrai que quand on a pensé cet atelier, donc en lien avec le titre plus global du colloque, c'était de réfléchir à vers où on va avec ces unités. Et l'idée, c'était, le fil conducteur, c'était déjà à la base, c'est comment on peut dépasser les représentations qu'on peut avoir à la fois de ces unités-là, qui sont très stigmatisées. Et donc, au travers de l'exposé de Lorient, c'était de voir qu'est-ce qui est possible et quels questionnements sont possibles en termes d'ouverture de ces unités, et en même temps elles peuvent tout à fait contenantes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par sécurité? Est-ce que c'est une sécurité physique ou c'est rechercher une sécurité interne pour les résidents qui font que il n'y a plus d'angoisse et donc moins d'envie de sortir ou de déambulation. Et au travers de l'exposé de Bondy, c'était dépasser les représentations qu'on peut avoir des personnes qui sont accueillies dans ces unités et de voir à quel point elles ont des ressources, et en lien avec tout ce qui s'est dit ce matin, donc on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est dit, mais c'est comment on repart des personnes en fait en tant qu'individus, les ressources qu'elles ont et comment on peut penser et réfléchir à un environnement adapté. Quel environnement donc c'est alors ce que disait Monsieur Chiron, c'est vraiment un sujet au niveau associatif, au niveau des présidences qu'on travaille là depuis presque 2 ans sur les unités dédiées, sur quel sens, l'idée étant que tous les établissements EHPAD, parce qu'il y a des établissements secteur handicap, mais à la limite la réflexion est aussi intéressante dans les 2 types d'établissements, mais c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en lien avec ce qui se passe au niveau sociétal, qu'est-ce qu'on veut à l'avenir concernant ces unités. Au niveau associatif, on s'est posé la question. Et on a fait tout un travail, on a mis en place des groupes de travail pluridisciplinaires avec des professionnels d'établissement, des professionnels du siège, donc de l'association, pour réfléchir autour de ces questions-là, qui a abouti à un certain nombre de constats. C'est que, alors personne n'en est au même point, alors peut-être pour les personnes qui travaillent dans des établissements, personne n'en est vraiment au même point sur cette question des unités, de par l'âge de l'établissement, de par la composition de l'équipe, il y a un tas de facteurs qui font que l'architecture, mais il y a des problématiques communes, et notamment le constat de danger. Les enjeux ils sont là, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu toute une réflexion au niveau associatif. C'était le sentiment, pas tant l'enfermement que le sentiment d'enfermement exprimé par les résidents et les professionnels qui travaillent dans ces unités, alors même que certaines unités peuvent être ouvertes, l'apparition de maltraitance,
et un mal-être professionnel qui peuvent être exprimés globalement. Ça, c'était les dangers, et donc les enjeux, c'était de savoir comment on prévient de l'apparition de ces dangers, ou s'ils existent, comment on y remédie. Les autres conclusions du groupe de travail, ça a été en s'appuyant de ce qui a pu se réfléchir déjà au niveau des recommandations de l'ANESM, HAS, Gérontopole, tas d'instances qui avaient élaboré un certain nombre de recommandations. On les a confrontées à les questionnements que vous avez pu voir là au niveau Lorient, au niveau Bondy, mais aussi d'autres établissements. Et ça a permis de mettre en évidence que si on décide de maintenir ou de créer une unité de ce type, en tout cas à l'heure actuelle, ça c'est plus à court terme, c'est qu'on doit répondre à un certain nombre de prérequis pour que s'assurer qu'il n'y ait pas l'apparition de maltraitance ou mal-être professionnel ou sentiment d'enfermement de manière globale. Et ces prérequis, ce sont l'environnement architectural. Donc, alors Lorient est un très bel exemple, mais même Bondy dans ce qu'ils ont expliqué au début. Mais l'environnement architectural est un des prérequis fondamentaux sur lesquels il faut travailler. La question du diagnostic, c'est-à-dire qui va dans ces unités. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des unités qui accueillent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et démence apparentée, mais sur certains établissements, on a aussi des unités qui accueillent des personnes psychotiques vieillissantes. Enfin, voilà. Donc c'est qui on accueille, quels sont les critères. Se pose la question de la sortie. Est-ce qu'on veut qu'ils sortent ou, comme vous disiez, Maëlys, les personnes, elles peuvent vivre de début de leur séjour à la fin de leur séjour. Donc qui bouge? Est-ce que c'est pas aux professionnels de bouger plus qu'aux résidents de changer d'unité? Un autre critère, c'est donc la formation des professionnels. La question du volontariat qui a fait débat, c'est-à-dire volontariat, c'est pas j'ai envie, j'ai pas envie, mais c'est un volontariat, moi j'appelle ça libre et éclairé, c'est-à-dire on sait où est-ce qu'on va mettre les pieds et on a les moyens pour aller travailler auprès des personnes atteintes de démence. C'est la question du projet d'accompagnement personnalisé, ça c'est un autre prérequis, le projet de soins et le lien avec les familles. Ça c'est ce qu'on a appelé le socle. Et comme qui dit socle dit il faut qu'il y ait tous les éléments, sinon ça tombe. Et qu'est-ce qui fait tenir les éléments du socle? C'est symboliquement, c'est la réflexion pluridisciplinaire. Alors là, avec Lorient, c'est un peu paradoxal, mais finalement ça se fait quand même, puisqu'il manque pas mal de personnes de l'équipe pluri. Mais l'idée, c'est de pouvoir penser tous ces prérequis de manière pluridisciplinaire. C'est ça qui va pouvoir prévenir en tout cas de l'apparition des dangers. Donc ça c'est vraiment le projet associatif et c'est vrai que qui est en lien aussi avec toute la réflexion qui a été menée au comité d'éthique à ADEF Résidence sur le risque dans l'exercice des droits et libertés des résidents en EMS et sur la socialisation. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup, mais je vais vous laisser parler. Mais voilà, c'était pour réintroduire un peu ces deux interventions par rapport à qu'est-ce qu'on entend par vocation et avenir de ces unités. C'est vraiment partir des personnes elles-mêmes. Et je pense que les paroles des résidents sont parlantes. Et aussi comment on peut réenvisager, s'autoriser à réenvisager entièrement ces unités sans être dans un extrême, il n'y a plus du tout de sécurité, ou il y a une extrême sécurité, mais comment on trouve cet équilibre-là. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose. Je trouve que on ouvre les unités protégées de nos jours, et mon atelier que j'ai mené on m'entend pas, avec Franck, montre qu'on peut définir les besoins de nos personnes avec les personnes. Donc donner la parole, c'est surtout ça. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle richesse de la production langagière. Et au fil du temps, on a bien vu que c'est possible. Donc c'est dommage qu'on décide souvent à leur place. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir? On a été bluffant, il n'y a pas de question. C'est l'état de sidération, ça s'appelle. Par rapport au projet d'accompagnement personnalisé, dans notre projet de vie, on avait demandé que éventuellement les résidents puissent... Dans les projets d'accompagnement personnalisé, dans notre projet de vie, on avait demandé à ce que éventuellement les personnes puissent assister. Enfin, alors la difficulté, c'est qu'on se disait finalement si elles viennent avec toute l'équipe pluridisciplinaire, ils vont être comme au tribunal.
Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était déjà voir avec le référent soignant qui puisse interroger la personne avant qu'on fasse le projet d'accompagnement. Parce que c'est certain que on n'a pas à se prononcer à la place des personnes. Donc grosso modo, moi je trouve toujours ça un petit peu dommageable quand il n'y a pas eu de renseignements prérequis avant qu'on puisse discuter entre nous pour pouvoir aménager ce projet d'accompagnement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ce que les personnes en unité protégée ont encore comme capacité, moi je suis coordinatrice dans un autre établissement et je passe à un moment, j'entends une dame derrière qui dit à sa voisine « Ah, celle-là je l'aime pas, elle vient toujours se mêler de ce qui la regarde pas ». Parce qu'effectivement, moi je viens voir l'équipe. Puis après elle dit « Oui, puis il y a aussi le petit gros qui vient, tu sais, celui qui... c'était l'autre médecin. Et l'autre, la grande brune. » Donc en fait, ils ont encore des capacités à déceler qui est qui, en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, finalement, peut-être que je suis un peu trop tonique quand j'arrive, donc je viens à pas plus feutré et un peu plus discrètement. Parce qu'il y a ce qu'on retrouve dans la parole de nos résidents, c'est une vérité certaine, démunie des filtres que nous on met à travers notre éducation en fait. C'est ça. Donc en ce qui concerne les médecins, mes résidents de guillemets, on dit, je me souviens, la spécialité des médecins, c'est quand on les appelle au téléphone, ils ne répondent jamais. L'une des spécialités, hein, parmi la cardiologie et autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui va se... Non. Voilà, je vois... oui. Merci. Merci. Moi, je me posais la question de l'adaptation de ce type d'unité protégée, pas forcément en termes d'espace, mais en termes du rapport au temps. J'ai vu un film dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Porte Close de Christophe Ramage, et dedans, je ne sais plus si c'est c'est une unité protégée où il y a des scènes absolument frappantes de la personne qui est de soins, qui est de service, qui est en robe de chambre et qui sert des infusions à des personnes en plein milieu de la nuit qui ont perdu le rythme habituel nuit-sommeil. Et je trouve que là, pour le coup, une unité protégée ou en tout cas réservée paraît plus adaptée à ce type de prise en charge spécifique, de réponse à des besoins qui sont tout à fait particuliers. Et dans cette scène, il y a beaucoup de paix. J'allais dire, on n'est pas dans quelqu'un qui erre dans les couloirs comme on a vu dans certains films, là pour le coup très péjoratif pour les maisons de retraite. On est dans un univers où la réponse à ce dérèglement du rapport au temps est faite avec beaucoup d'humanité. Donc je suis un peu gênée par le côté un peu très réticent que vous semblez un petit peu avoir par rapport à l'unité protégée. Il y a peut-être aussi quand même une spécificité de besoin qui trouvent leur réponse dans une organisation adaptée. C'est quand même pas facile de faire tourner tous les EHPAD à la prise en charge des rythmes individuels de tout le monde si c'est sur 6 étages et des centaines de mètres carrés de couloirs, par exemple. Oui, tout à fait. Là, c'est pas, la réflexion autour des unités, pas de les condamner, c'est justement de plus réfléchir à comment on peut les faire vivre. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais pas fini mon idée tout à l'heure, mais c'était à court terme, c'est justement au jour d'aujourd'hui, à partir des unités qui existent, comment on peut réfléchir autour de créer les meilleures conditions pour que les personnes vivent à leur rythme, enfin tout ce que vous apportez. Et à long terme, en fait, la réflexion globale, c'est un peu la réflexion de Lorient aussi, c'est est-ce qu'on va vers un EHPAD immense et une petite unité dédiée, ou est-ce qu'on va vers plusieurs petites unités de vie, ou l'inverse, oui. Mais un peu comme je vois une personne du secteur handicap, sur les établissements foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, le fonctionnement il est plus en termes d'unité de vie,
avec 10 personnes. Et en fait, la question c'est comment, parce que plus l'environnement il est petit, il est pensé et on s'occupe d'un plus petit groupe, plus l'accompagnement peut être adapté. Donc c'est comment on parle plus d'unité même ou d'univers, comme dirait Virginie Vinet-Ortega, mais pas d'unité dédiée, mais d'unité de vie. Et comme a montré dans l'exposé de Lorient, c'est-à-dire où chacun vit avec un accompagnement adapté à ses besoins à lui. Et normalement, si déjà l'environnement est adapté en termes même d'architecture, ça va pas majorer les troubles, au contraire. Et après, ça va permettre de proposer un accompagnement plus centré sur chaque individu. Et l'idée étant aussi, enfin ça c'est la question vraiment, c'est au niveau de l'accompagnement des personnes pour justement s'ajuster à leur rythme, etc. C'est comment on permet aux professionnels aussi de circuler d'une unité à l'autre en fonction des besoins, et que ce soit pas aux résidents en fait de changer à chaque fois. Et peut-être que le fonctionnement PASA, vous voyez ce que c'est, qui est voilà, où c'est la personne elle a sa chambre, elle reste dans sa chambre, mais la journée en fonction de ses besoins par rapport à sa maladie, où elle en est, va avoir un accompagnement adapté. Donc c'est comment aussi on pense la circulation dans les espaces et qu'on ne met pas tout le monde au même endroit tout le temps. Enfin, et comment, en fait, comment on pense la circulation physique, symbolique, voilà. Ah, il n'y a personne pour... Ouais, on est bloqué, on ne sait pas qu'on ne peut pas se déplacer. Bah, il y a un petit... Merci, bonjour. Je voulais vous demander, voilà, je travaille dans une maison de retraite dans laquelle nous avons actuellement 2 unités protégées, enfin intitulées protégées. Et dernièrement, on a eu un appel à projet de l'ARS pour proposer un PASA au sein de notre établissement. Projet auquel on a répondu à la négative en disant qu'on souhaitait davantage questionner les unités protégées telles qu'actuellement pour justement réfléchir à comment les penser autrement, pourquoi pas les ouvrir, pourquoi pas embaucher du personnel supplémentaire. Et la réponse qu'on a eue, c'est une réponse négative à notre tour. Et du coup, je voulais vous demander si vous aviez si vous voulez d'autres organismes qui peuvent apporter des financements dans ce genre de cas, voilà, qu'on peut solliciter parce que voilà, le projet que vous avez eu est très beau et c'est celui qu'on aurait aimé porter également. Et c'est vrai que là, on fait face à des questions budgétaires à un moment donné qui sont aussi voilà, de l'ordre des choses actuelles. Donc, comment surmonter ça? Voilà. De la guerre. Alors dès qu'il s'agit d'argent, je ne sais plus. Oui, je suis désolée, hein. je suis très terre à terre, mais bon, on y vient. Mais non, mais c'est une vraie réalité. Hein, donc, est-ce que quelqu'un... Oui, je savais. Je peux parler un peu de sous quand même. Non, sur les financements dans les EHPAD, c'est l'ARS et le Conseil général. Le reste, soit vous avez des mécènes, des donateurs, vous trouvez, vous nous dites. Après, non, France Alzheimer. Après, vous pouvez avoir des fonds, mais pour la recherche, pour l'accompagnement, pour des projets... Apicil, ils font des projets. Hein. Comment? Apicil. Ah, je connais pas Apicil. Dans le handicap et dans les enfants chez les autistes. Voilà, mais c'est pas des projets pérennes pour embaucher du personnel de façon définitive. Et je crois que c'est un peu ce dont avait besoin l'EHPAD. Et si tu arrives à les proposer après aux ARS, tu peux avoir... Donc voilà, l'idée c'est quand même, dans le cadre des CPOM, donc des renouvellements des conventions, avant c'était la convention tripartite, c'est effectivement d'évaluer vos besoins requis et de voir un petit peu vers quoi vous tendez en fonction du profil de vos résidents et de leur dépendance. Et là, vous pourrez demander effectivement, éventuellement des ressources en plus, en tout cas des financements pour avoir des postes. Mais pour ça, effectivement, il faut mener des projets, faut avoir... Mais vous n'aurez pas de financement pérenne sur un poste de psychologue temps plein ou d'aide-soignante. Ça reste quand même le domaine de l'ARS et du Conseil général. Voilà. Voilà, après, sur... vous vouliez parler? Oui, je voulais juste dire que parfois... Je voulais juste dire que parfois, les appels à projets des structures type Fondation Alzheimer et autres, ça aide aussi à pouvoir avoir un début de financement qui permette
ensuite de pouvoir déjà mettre en place l'activité et d'aller ensuite vers la pérennisation par l'ARS et autres, quoi. Je trouve que c'est assez intéressant. Et d'avoir une visibilité, que l'établissement soit visible au niveau des soit visible, tout à fait. Et puis bon, parfois ce qui nous manque, c'est d'avoir les premiers deniers, j'allais dire, pour mettre en place. Et ensuite, une fois que c'est en place, que c'est utile, c'est-à-dire en fait les deniers pour montrer que c'est utile. Une fois que c'est utile, on peut démontrer que c'est utile, on peut avoir de l'argent de... non, pas foison, mais en tous les cas, ça motive un peu plus la tutelle. Voilà, moi, je trouve que c'est un bon biais, mais bon, c'est facile. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, l'argent, oui, est une grosse question. Après, sur l'ensemble des établissements de l'association, donc qui sont dans des régions différentes, au niveau du budget, si je me trompe pas, mais je sais que dans la salle, on saura me reprendre. Les budgets sont pas les mêmes, etc. Et l'idée, en tout cas avec Virginie, justement, on travaille toutes les deux sur le projet UD et on accompagne les établissements dans leur réflexion. L'idée, c'est de partir de ce qu'ils ont dans le sac à dos, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à partir de ça. Et c'est ça qui est important, c'est avec les moyens qu'on a, l'idée c'est d'être dans l'adaptation le plus possible en fonction des moyens qu'on a aux résidents, etc. Voilà. Donc, et là où je trouve ça intéressant avec Lorient, c'est que justement au niveau des moyens, en tout cas en équipe pluri, il n'y en a pas beaucoup et ça mobilise 3 fois plus les ressources des autres. Donc c'est un peu l'idée, c'est comment on va mobiliser les ressources à la fois des résidents mais aussi des professionnels et que parfois alors non, c'est pas vraiment un problème dans les EHPAD question argent, mais on peut se dire, mais imaginons, je vais être un peu provocatrice, mais trop de personnel ne serait pas forcément quelque chose d'adapté en termes d'accompagnement. Du 1 pour 1 ne serait pas forcément adapté. Vous voyez, donc c'est plus dans la manière dont on va organiser les choses. Et, voilà. Non, mais c'est provocateur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir ? Oui ? Du coup, moi, je voulais parvenir, par exemple, pas très relapsé de par le micro. Je suis éducatrice dans un foyer d'accueil médicalisé pour personnes psychotiques. Et du coup, je suis venue dans cet atelier parce que j'avais l'impression que les unités dédiées allaient être une petite, des unités un peu dédiées à peut-être des personnes psychotiques vieillissantes. Du coup, je suis vraiment agréablement surprise par ce qui se passe par exemple à Lorient, où les résidents, vous allez avoir à mon avis beaucoup de difficultés à créer une unité dédiée, puisqu'en fait ils ont réussi à créer une société à l'intérieur de l'EHPAD, donc c'est juste formidable au final. Et du coup j'ai un peu peur pour vous, qu'en créant une unité dédiée, on exclut de cette petite société certains résidents. Il faudrait peut-être limite faire une annexe, pas forcément dédiée à un type de public vraiment transversal. Pour des personnes qui ont des besoins particuliers, mais pas forcément que Alzheimer, que psychotique, voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais... Alors je vais prendre le micro, juste si je suis à côté, mais c'est pas grave pour vous répondre. C'est typiquement le type d'écueil qu'on a identifié. Donc déjà, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a des points de vigilance. Donc ça, on sait que ça en fait partie. Et derrière, on se disait même, aujourd'hui, architecturalement, elle est prévue, cette unité dédiée, mais si ça se trouve, elle ne sera pas spécialisée du tout, ça sera un lieu d'EHPAD complètement classique. Voilà. Parce que du coup, nous, en foyer d'accueil médicalisé pour psychotiques, on n'a aucune, c'est effectivement 4 unités, donc ils vivent en petits groupes collectifs. Et tu prends le micro. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
ils créent cette mini-société, mais qu'avec que des personnes psychotiques. Et je pense que, ils sont de plus en plus stables, donc ils vont pouvoir intégrer vos types d'établissements. Ce serait riche pour eux de pouvoir réintégrer la société générale, en fait. Et pas une unité, encore une fois, psychotique, quoi. Enfin, voilà. Non, j'imagine. C'est pas si simple parce que les psychotiques, ils rentrent. Pardon, c'est pas si simple parce que les psychiatriques vieillissants, pas forcément les psychotiques, ils rentrent finalement assez jeunes en EHPAD. Et en fait, ils aiment pas les vieux. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est que ça leur envoie des choses où ils ont beaucoup de mal. C'est vrai qu'il y a un EHPAD d'ADF Résidence qui est à Saint-Denis, qui est en train effectivement d'ouvrir et qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, je crois que c'est une masse et puis donc l'EHPAD. Et donc l'idée c'est de créer un lien entre les deux. Et autant les résidents de l'EHPAD adorent aller dans la masse parce qu'il y a de l'animation, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a de la couleur, parce qu'il y a de la musique, autant les résidents même un peu âgés, et on s'était dit c'est une ouverture, c'est une transition, et ben ils ont la trouille. C'est pas forcément si évident. Mais bon, ça a travaillé, hein, de toute façon. L'idée, c'est d'effectivement, ça reste des peurs, ça reste des images, des projections. C'est pas forcément des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Je passe la main. Oui, parce que je peux répondre, parce qu'on a construit un parcours un parcours d'accompagnement personnalisé avec un résident d'un foyer d'accueil médicalisé autour de Lorient. Donc c'est son projet. Et pour le coup, Virginie, je suis un peu désolé, mais il veut venir en EHPAD malgré qu'il soit assez jeune, parce qu'il en a marre de la suractivité de la femme. Et il veut aller en EHPAD pour qu'on lui foute la paix, en fin de compte. Mais par contre, ça se construit, hein, c'est-à-dire qu'il va intégrer l'EHPAD à l'issue des travaux. Il est déjà venu faire un séjour pendant quelques semaines pour voir si il avait sa vision, mais est-ce que ça confortait sa vision, est-ce que la réalité allait lui convenir? Oui, mais voilà. Et pour le coup, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Donc, et je vous rejoins complètement. L'idée, ça serait de ne pas intégrer l'EHPAD et qu'il soit stigmatisé par. Il faut qu'il fasse partie de la globalité de l'EHPAD. Pour les projets d'accompagnement personnalisé, pour le coup, en foyer d'accueil médicalisé, en tout cas là où je travaille, ils sont vraiment au cœur. Ils ont un entretien avec leur coordinateur et leur référent de parcours en amont, donc avec qui à ce moment-là on travaille où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont leur souhait, où ils veulent aller. Et notre réunion de synthèse avec l'équipe pluridisciplinaire démarre de ce constat-là et des souhaits du résident pour échanger. Et on reçoit systématiquement tous les résidents qui le souhaitent, hein. Ceux qui ne le souhaitent pas le font pas. Au démarrage, il y a un an en arrière, on n'avait pas le même mode de fonctionnement et les résidents avaient l'impression un petit peu d'aller au tribunal, de faire un peu conseil de classe, aller être jugé. Et en fait maintenant, on a mis en place une table ronde, un café, enfin des petites choses qui leur permettent de ne pas avoir la pression du grand groupe. Et on se permet aussi de faire sortir quelques membres de l'équipe pluridisciplinaire qui n'ont pas forcément besoin d'intervenir ou pour essayer de faire moins de monde face à un seul résident, quoi. Voilà. Non, pas d'autres questions, pas d'autres remarques ou de témoignages? Non. Je voudrais savoir comment ça se passe l'encadrement des bénévoles. À Lorient? À Lorient, oui.
Quelles sont les limites, puisque vous avez dit qu'il y avait une aide au repas dans les cas. Alors, quand on est arrivé à Lorient, il y avait une quarantaine de bénévoles qui intervenaient. Donc c'était vraiment hyper important et ils intervenaient sur les modes de fonctionnement. Il y avait même du travail caché, parce qu'ils faisaient à la place des salariés. Donc d'une part, en termes de... il a bien fallu leur dire que ça, c'était pas tolérable. Et puis de ce que disait aussi Maëlys, ce qui a été très compliqué, c'était qu'ils avaient un sentiment de toute puissance vis-à-vis des salariés et que derrière les salariés étaient à la botte des bénévoles un petit peu. Donc derrière il a fallu remettre du cadre. On en a perdu beaucoup. Sur les 40 aujourd'hui il en reste une quinzaine. Des bénévoles ou des salariés? Des bénévoles. On n'a perdu aucun salarié. C'est plutôt bon signe. Il reste une quinzaine de bénévoles. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Je pense qu'ils n'ont pas fait le deuil encore. Ils sont plus là par loyauté vis-à-vis des petites sœurs. C'est-à-dire qu'ils sont un peu encore le gardien du temple. J'en suis persuadé, même s'ils le disent pas. Et puis ça fait aussi partie de leur vie, tout simplement. Je pense qu'ils auraient une problématique de plus faire sans. Je pense qu'on n'a pas passé ce cap-là encore, mais ça se fait d'une façon très soft. Et puis ils apportent malgré tout, beaucoup. Surtout, ça permet d'avoir du lien entre les personnes qui ont connu les petites sœurs, les résidents, et c'est des repères. Ces bénévoles-là font partie des repères qu'ils ont eu du temps des petites sœurs, au même titre que les statuts religieuses. Donc il ne faut pas tout leur enlever non plus. Après, il y a aussi des bénévoles. Après, au niveau associatif, il y a une charte du bénévolat qui vient d'être mise en place, qui justement permet de cadrer quand même. Mais on leur a fait signer. Dès qu'on est arrivé, on leur a fait signer. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup sont partis parce qu'ils ne voulaient pas la signer. Parce qu'il y a des bénévoles qui interviennent au titre de certaines associations. Quand ils interviennent avec des associations, par exemple l'association France Alzheimer, il y a quand même toute une charte et il y a quand même tout un statut qui est quand même, alors pas réglementaire, mais réglementé. Pour les bénévoles des associations civiles extérieures, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que c'est une ouverture vers l'extérieur. Et c'est vrai que l'institution, ça a un côté un peu coercitif et fermé. Et je trouve que c'est bien que les bénévoles puissent intervenir. Mais comme vous le disiez, il faut une charte quand même d'engagement par rapport à ce qu'ils font. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui fait n'importe quoi. Surtout quand on donne à manger, ça, c'est sûr que là, il y a vraiment une vraie responsabilité. Mais il y a des statuts quand même du bénévole, je pense, qui existent quelque part, non ? Il y a une charte. Oui, mais une charte, ça donne quoi au niveau légal et au niveau responsabilité ? Ils ont une responsabilité civile qui fonctionne si jamais il arrive quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y a un suivi, il y a une évaluation. C'est une sorte de contrat moral. Oui. Enfin, un engagement en tout cas. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'atelier. Pas de dernière intervention ? Voilà, merci aux intervenants, merci de votre participation à cet atelier et puis bonne continuation. Alors, et on espère pouvoir vous donner peut-être une suite favorable aux fragments de vie. Voilà. Voilà.